Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez ce matin notre paléoanthropologue le plus célèbre. Il signe ses mémoires intitulées Origine de l'homme, origine d'un homme. C'est chez Odile Jacob. Bonjour Yves Coppens. Bonjour. Effectivement, paléoanthropologue, co-découvreur du squelette le plus célèbre du monde, celui de notre arrière-cousine Lucie, mais aussi auteur de l'idée que l'homme est le produit d'un changement climatique. Absolument. Je disais tout à l'heure pour vous présenter que vous étiez l'un de nos grands savants. Vous aimez bien ce terme de savant? Oui, je l'aime bien parce qu'il est un petit peu désuet et en même temps, il a l'air prétentieux, mais il ne l'est pas du tout, quoi. Heureusement. En tout cas, on voit dans vos mémoires que vous avez accompli vos rêves d'enfants, lesquels ont alimenté les rêves de millions d'adultes et sans doute de beaucoup d'enfants d'aujourd'hui. Cette passion de l'archéologie du plus ancien caché sous nos pieds, vous l'avez depuis toujours. Vos copains de collège vous surnommaient Coco le fossile. Coco le fossile. Et vous avez connu très jeune d'immenses émotions avec vos premiers contacts avec des objets venus du passé. Oui, tout petit, et je ne sais pas pourquoi, mais c'était plus qu'un attrait, quoi. C'était vraiment une fascination. Et je me rappelle de ce petit bout de coquille d'œuf d'un oiseau de Madagascar qui est mort il y a quelques millénaires. Et cet oiseau s'appelle l'épiornis. Il faisait 500 kilos, hein, c'est une grosse bête. Et du coup, les œufs étaient énormes. Et cet ami qui est arrivé en classe de 5e avait un petit morceau, un tout petit fragment de coquille d'œuf d'épiornis. Ouais. Alors je lui ai dit, est-ce que tu me le donnerais? Il m'a dit non, mais je te le vendrai. Donc il a fallu que j'accumule la somme nécessaire. Évidemment, je ne me rappelle plus de combien, mais c'était assez cher. Et donc je lui achète ce morceau et il m'a beaucoup vexé parce que au moment de me donner ce fragment, c'était un tout petit fragment, il m'a coupé le fragment. Donc j'ai eu un morceau de morceau et je suis vexé depuis. Dans vos mémoires, il y a beaucoup de souvenirs d'émotions comme celle, par exemple, à 20 ans, quand vous pénétrez le premier dans le caveau, dans l'espace funéraire d'un dolmen, inviolé depuis 7000 ans. Vous êtes le premier à rentrer là-dedans. Vous, comment vous dites, vous criez de bonheur en entrant. J'ai eu tort d'ailleurs, parce que quand on crie, ça fait des vibrations. Oui, on ne doit pas le faire. Les vibrations auraient pu me faire tomber la sépulture sur la tête, auquel cas je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Et vous aviez 20 ans, donc archéologue amateur. Vous êtes ensuite devenu paléontologue spécialiste des mammifères à tronc. Vous avez toujours autant de tendresse pour les mammouths? Oui, c'est-à-dire que c'est bête. Vous savez, ça m'a été proposé par un patron à qui j'avais demandé de faire une thèse de paléontologie humaine. Je voulais vraiment travailler sur l'homme. Et en gros, il m'a expliqué que l'homme, ça se méritait, donc il valait mieux commencer par des animaux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fossiles humains, c'est pour ça. Et puis bien sûr, c'est très rare. Et puis en Europe, on marche sur la pointe des pieds quand même pour toucher à l'homme, alors qu'en Amérique, on fonce dedans tout de suite. Ouais. Et donc il a fallu que je mérite l'homme en quelque sorte, et j'ai commencé ma route de l'homme est passée par la route des éléphants. Des éléphants, des mammouths, des mastodontes, enfin tout ce qui est dans ce grand groupe superbe, et qui est très précieux parce que il évolue vite, et comme il évolue vite, il donne des repères chronologiques, il date en quelque sorte. Ouais, mais vous avez pu approcher au plus près des mammouths, y compris toucher ou caresser des touffes de poils de mammouths trouvées dans la glace. Oui, mais ça c'était surprenant, vous savez. J'arrive en Sibérie en 99 et je commence à faire un trou, alors pas n'importe où, pas comme ça au milieu de la Sibérie, mais là où un nomade avait trouvé des morceaux de défense de mammouth, et ce trou, je le descends à 1 mètre de profondeur, et puis un beau matin, je trouve de l'étoupe, des choses un peu bizarres au fond du trou, et je me dis, qui est venu saloper, pardonnez-moi, mais c'était le mot, ma fouille, et en fait, j'étais sur le dos d'un mammouth qui était sous moi, quoi, qui était dans le permafrost, qui était là depuis 20 000 ans. Ouais. Ça fait drôle quand même d'être à cheval sur un mammouth, non? Effectivement. Et donc le paléontologue est devenu anthropologue, ça s'est fait au Tchad en 60, au moment où le joli caillou que vous découvrez se révèle être un fragment de crâne d'hominidé. Et puis il y a eu Lucie. Évidemment, Lucie, c'est la première fois que vous racontez avec autant de détails cette découverte assez lente, progressive, des 52 fragments d'ossements qui ont formé le squelette de cette préhumaine qui ne mesurait qu'1 mètre et qui vivait il y a un peu plus de 3 millions d'années. Extraordinaire découverte dont on apprend que le prénom a été choisi à cause de ceci.
Lucy in the Sky des Beatles, ça tient vraiment à ça, Yves Coppens? J'aurais voulu vous le chanter, mais tant pis pour vous. Oui, ça tient à ça. Parce qu'on l'avait appelé, bien sûr, en fonction de notre catalogue, AL 288. Alors, c'est pas très mignon, quoi. Ça ressemble plutôt à une immatriculation de véhicule. Et c'était un bien joli véhicule. Et donc, Lucie, c'était plus sympathique. Et il y avait eu quelques fossiles qui, auparavant, avaient reçu comme ça des prénoms. Et depuis, c'est devenu la mode, quoi. Regardez... Grenet, par exemple, Brunet a appelé son premier fossile Abel, son deuxième fossile Toumaï. Toumaï, évidemment. En Afrique du Sud, ça a été Littlefoot. En Afrique de l'Est, ça a été Twiggy, etc. Donc maintenant, les fossiles ont des prénoms, ce qui est sympa, parce que finalement, au lieu de trouver 36 000 morceaux, en général, on en trouve un. Donc c'est bien de donner à ce fossile aussi un prénom. Ce qui était extraordinaire chez Lucie, évidemment, c'était le fait que le squelette soit aussi complet. On avait 40% du squelette, hein, c'est ça que Absolument, vous avez trouvé là, et c'est ça qui a fait sa renommée, sa célébrité. Et son mythe, vous dites, Lucie est devenue un personnage universel que le mythe a ravi à la science. Un petit peu, oui. Et je vais vous expliquer, enfin, vous illustrer cela de façon très simple. J'ai eu un ami qui a fait un film dans les années 80-90, je ne me rappelle plus. Et ce film, il l'a appelé, un film sur l'origine de l'homme, il l'a appelé Yves, parce que je m'appelle Yves, par gentillesse, Lucie, parce qu'elle s'appelle Lucie, donc Yves, Lucie et les autres, c'est joli, hein. Eh bien, mon secrétariat a reçu un coup de téléphone d'un journal de télévision, que je ne citerai pas, demandant des photographies des deux squelettes. Ah. Voilà. Alors, vous voyez bien que le mythe est par-dessus tout, quoi. Lucie, devenue héroïne de romans, d'essais, de films, de bandes dessinées, de poèmes, de chansons, elle a donné son nom à un syndrome en médecine du sport, à un complexe en psychiatrie, à un effet en sociologie, à une coupe de football, un restaurant en Éthiopie, etc., etc. Bon, et puis évidemment beaucoup d'enfants. Et je reçois toujours des poèmes, j'en ai reçu encore il n'y a pas très longtemps, des poèmes ou des chansons ou des romans dont Lucie est la héroïne. Pour retourner à la science, il faut rappeler que vous avez démontré que Lucie avait une double locomotion, elle marchait et grimpait à la fois, c'était son originalité. C'est devenu classique, enfin, je veux dire que ça a été retrouvé depuis sur d'autres personnages que je ne vous cite pas parce qu'ils ont des noms bizarres, Ardipithecus par exemple, Aurorine par exemple, mais à cette époque-là, dans les années où on l'a étudié, c'est-à-dire fin des années 70, c'était tout à fait nouveau. Et dans mes milieux professionnels, et en particulier les milieux médicaux, on se moquait de moi, quoi. On disait, tu as trouvé un morceau de singe, et puis tu as trouvé un morceau de bonhomme, et puis tu associes les deux. Ouais. Alors merci au fémur, merci à la cuisse, parce que du côté d'en haut, du côté du bassin, c'était très bipède, et du côté d'en bas, du côté du genou, c'était très arboricole. Donc le fémur a fait la jonction entre mes deux idées. Alors on sait beaucoup de choses sur Lucie, mais pas tout. Est-ce que vous avez souvent, comme c'est votre plus célèbre découverte, Yves Coppens, est-ce que vous avez souvent gambergé sur son apparence, sa vie, les causes de sa mort, toutes choses qu'on ne pourra jamais savoir avec certitude? Oui, mais ça, il faut être décent. Moi, je rêve toutes les nuits, donc je ne peux pas tout vous raconter tout de même. Toutes les nuits? Mais Lucie, il y a longtemps qu'on la suit. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Évidemment, je faisais faire des séminaires dans mon laboratoire aux jeunes gens qui étudiaient les morceaux de Lucie, qui faisaient leur thèse. Et le jour où la jeune femme qui étudiait le bassin est venue nous expliquer que l'arrière-train de Lucie ressemblait plus à celui d'une guenon qu'à celui d'une jeune femme, il y a eu une espèce de morosité dans le laboratoire, alors que normalement la science est froide. Ça veut dire que tout le monde avait déjà reconstitué Lucie dans sa tête et qu'on la voyait d'une autre manière, surtout a posteriori, si j'ose dire. Ce livre, ces mémoires, Yves Coppens, c'est un hymne à la science aussi. Hein. Vous dites vive la science. Que dites-vous à ceux qui aujourd'hui contestent, par exemple, l'origine commune de l'homme? J'ai lu que vous n'avez jamais réussi à convaincre votre grand-mère de cette idée. Oui, ma pauvre grand-mère, elle est morte. Pourtant, elle a attendu un peu. Elle est morte autour de 100 ans. Mais je n'ai pas réussi à la convaincre. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Moi, je respecte toutes les idées dans la mesure où elles sont honnêtes. Mais il est évident que le discours scientifique ne peut pas faire l'unanimité. Et le discours scientifique, mon travail, c'est de le répéter, de le répéter sans cesse et de tenter de le
démontrer et de mieux le démontrer à chaque fois que j'en parle. Il est plus fragile aujourd'hui, Yves Coppens? Je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr. C'est ce que il est ressenti de façon plus... Il est davantage contesté, c'est ça que je voulais dire. Oui, mais je comprends bien ce que vous voulez dire, mais moi je ne suis pas sûr de cela. C'est vrai que c'est ce que l'on dit. Les publics que j'en rencontre, et j'en rencontre beaucoup, et j'en rencontre quelquefois en grand nombre, et les films que j'ai la chance de faire, ou en tout cas auxquels j'ai la chance de participer, rencontrent des quantités, des millions de téléspectateurs ou de spectateurs tout court. Et ça veut dire quand même qu'il y a un vrai intérêt, et à partir du moment où il y a un vrai intérêt, il faut que nous continuions à dire ce que croit la science, et puis petit à petit essayer de convaincre. Mais je ne suis pas missionnaire, vous savez, je m'en fiche. Oui. Et que dites-vous à ceux qui croient encore aux races, à l'existence des races? Ah oui, j'essaye de leur expliquer aussi le plus gentiment du monde qu'il y a bien longtemps que cette terminologie est abandonnée et que ça n'a aucun sens, puisque les homo sapiens que nous sommes sont les seuls hommes qui habitent désormais la Terre, que tous ont la même origine et que donc tous ont le même temps d'histoire, le même poids d'histoire, mais tous n'ont pas utilisé cette histoire de la même manière. Il y en a qui ont eu la chance d'avoir les moyens dans leur milieu d'y rester et de vivre très bien, et puis d'autres qui, comme nous, ont eu besoin de faire des radios, des radios, et puis des trains, et puis des avions, et puis des tas de trucs bizarres et qui sont très très bien. Hein. Je ne jette la pierre à personne, même taillée. Merci Yves Coppens. Vous avez eu de la chance, vous dites aussi dans ce livre, avoir posé le pied au bon endroit, au bon moment dans votre vie. Vous savez, il y a un peu de chance aussi dans la science, hein, c'est vrai. Et de la chance dans la science. Origine de l'homme, origine d'un homme, ce sont des mémoires passionnantes chez Odile Jacob. Merci Yves Coppens d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1. C'est moi.